Bien le bonjour les Inxéos et aujourd'hui nous allons parler des New Teen Titans, le volume 2 qui compile les épisodes 17 à 27 ainsi qu'un annual en prime. C'est la suite directe du tome 1 dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Un tome 1 auquel j'avais reproché pas mal de fausses notes, notamment son côté trop fouillis, avec des Teen Titans qui avaient tendance à être ensevelis sous une avalanche d'autres personnages un petit peu osef, venus d'époques reculées ou de dimensions éloignées. Et pour un début de run, je trouvais que noyer comme ça dans la masse les Teen Titans, c'était pas forcément une bonne chose. J'aurais voulu des histoires beaucoup plus intimistes, beaucoup plus terre à terre. J'aurais voulu qu'on prenne davantage le temps de développer les membres fondateurs du groupe, et pas que, hein, voilà, les nouveaux venus ici, Cyborg, Raven, Starfire, qui s'en sortaient plutôt bien au niveau du développement personnel pour le coup. Mais par contre, pour ce qui était des anciens, Kid Flash, Robin et Donna Troy, c'était un peu plus compliqué. Voilà, toujours noyé dans la masse, dans des histoires avec des enjeux beaucoup trop démesurés pour une équipe de super-héros en devenir et d'adolescents dont certains ne sont pas dans la totale maîtrise de leur pouvoir, qui plus est. Donc c'était ça un peu le problème que j'avais avec ce début de run, c'était des histoires qui partaient trop dans tous les sens. Si tu veux leur faire affronter les dieux de l'Olympe, ça reste une bonne idée, mais c'est peut-être un petit peu trop précoce pour un début de run. Il aurait peut-être fallu garder ça pour plus tard, tout comme leur faire rencontrer la Doom Patrol. Tu réinjectes encore des personnages, comme je disais, venus d'époques oubliées. Garde ça pour plus tard, mec. Tu vois. Pour l'instant, fais le focus sur l'équipe. J'aurais voulu les voir dans leur vie du quotidien, faire des crêpes, je sais pas, baiser, tu vois, faire des trucs d'ado, quoi. Là, non, c'était compliqué, quoi. Donc vraiment un caractère très confus, très fouillis dans ce tome 1, avec des enjeux pas du tout maîtrisés et beaucoup trop démesurés pour ce groupe. Force est de constater que c'est beaucoup mieux dans ce volume 2. Déjà, il y a un truc qui est marrant, si tu veux, c'est que quand tu ouvres le volume 2, là, le premier personnage sur lequel tu tombes, c'est pas anodin, c'est Wally West. Qui a été littéralement, alors absent, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas effacé sur le tome 1. Donc c'est rigolo. C'est comme s'il y avait une prise de conscience qui s'était opérée chez Mark Wolfman et George Perez et qui s'était dit pour cet épisode 17, il va falloir vraiment qu'on parle de Kid Flash parce qu'on l'a complètement oublié, le pauvre vieux, quoi. Vraiment, c'est le ressenti que j'avais à la fin du tome 1, hein. C'est Kid Flash, où est-il passé, quoi. Et donc là, il va être beaucoup plus mis en avant pour le plus grand plaisir des fans de ce personnage, avec deux petits arcs qui lui sont entièrement consacrés. Le premier, qui va nous parler de paranormal, d'entités fantomatiques, de possession, ce genre de choses. Donc ça va changer un petit peu au niveau de l'ambiance de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et ça, c'est cool. Et qui va nous mettre en avant également cette jeune blondinette qui s'appelle Francis, qui est une amie d'enfance de Wally, et qui, je crois, est destinée à devenir la super vilaine Magenta, dans le fameux run de G.I. Jones, beaucoup plus tard. Donc ce premier arc qui est fort sympathique, et puis il y a également un autre arc qui est dédié à notre ami Wally West, dans lequel il rédige une lettre à ses chers parents qui vivent éloignés maintenant, et, euh, et dans laquelle il va raconter le quotidien du groupe, aussi bien les menaces qu'ils affrontent tous les jours que les relations qui se créent petit à petit au sein du groupe. Et ça, c'est très cool. Vous voyez, quand je disais que j'aimerais bien les voir faire des crêpes, ben voilà, là on a une petite fête d'anniversaire, je crois, dans mes souvenirs. Et c'est ça que je veux en fait. C'est ça que je veux concernant l'équipe des Titans, en tout cas pour un début d'aventure. C'est les voir faire des trucs d'ado dans leur tour. Et bien évidemment partir à l'aventure de temps en temps, hein, mais sur des enjeux beaucoup plus à leur hauteur, beaucoup plus à leur mesure. Donc c'est le cas ici. Donc ça c'est très cool. Et alors il y a un truc qui m'a littéralement plu moi dans ce volume 2, c'est la mini-série qui s'appelle Tales of the New Teen Titans, découpée en 4 épisodes. Pourquoi 4 épisodes? Bah, tout simplement parce qu'on a un épisode par nouveau personnage. Quand je dis nouveau, vous n'êtes pas sans savoir que Raven, Starfire et Cyborg sont 3 personnages qui ont été créés par Wolfman et Perez au tout début des années 80 pour justement les intégrer dans cette nouvelle formation des Teen Titans, qui ont donc été créés ici même dans ces pages, enfin dans le volume 1 pour le coup. Mais également Changelin. Changelin, lui, il avait été créé bien avant, mais il a été lui aussi intégré à la même occasion dans cette équipe des Teen Titans, donc il fait partie de ces 4 nouveaux venus, entre guillemets. Je mets des guillemets à nouveaux venus, hein. Et donc on a décidé de leur dédier à ces 4 nouveaux personnages, eh bien, une origin story à proprement parler, dans une série qui s'appelle
Tales of the New Teen Titans, donc comme j'expliquais, découpé en 4 épisodes. Ici nous avons par exemple l'origine story de Cyborg, donc origine story très terre à terre, très réaliste, parce qu'elle prend place dans le ghetto black, et elle nous explique comment le jeune Victor Stone va évoluer, les rencontres qu'il va avoir, les amitiés qu'il va se créer, sa première petite amie, etc. etc. Donc vraiment, on a un gros complément d'information sur le personnage qui est le bienvenu, qu'on aurait voulu avoir plus tôt, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Et donc voilà, très cool. Et le fait d'avoir comme ça 4 origin story de 4 personnages qui sont complètement différents, ça permet de multiplier les atmosphères, de multiplier clairement les ambiances en changeant radicalement. Donc là, il y a ce côté très réaliste parce que c'est Victor Stone. Une histoire magnifiquement écrite. Une des origin story qui m'a le plus touché. Regardez cette case là. Elle parle d'elle-même. Quand je vous dis que Cyborg, lui, ses super pouvoirs, il les vit pas comme une bénédiction, mais comme une malédiction et comme un handicap. Vous voyez, avec cette larme qui s'échappe de son œil là. Cette histoire m'a troublé. Cyborg, c'est vraiment un personnage que je découvre de plus en plus ces dernières années, ces derniers mois, et, euh, et que j'apprécie de plus en plus, vraiment. Grâce notamment au film Zack Snyder Justice League, grâce à l'interprétation éblouissante de Ray Fisher, qui a fait de Cyborg probablement mon personnage préféré du film, c'est vous dire. Alors pourtant, je suis un fan absolu de Superman. Et puis voilà, dans ces pages-là, hein, George Perez et Mark Wolfman, ce sont eux qui créent ce personnage. Donc ici, c'est vraiment sa première itération, sa première origin story. Donc c'est historique et ça vaut le coup d'être lu. Vraiment, ça je vous le dis les petits gars, c'est excellent. Ensuite, nous avons l'origin story de Raven, toujours dans cette mini-série Tales of the New Teen Titans. Et donc là, on va partir dans un délire beaucoup plus obscur, voilà, beaucoup plus mystique, avec cette secte, avec les démons, avec Trigon, etc., etc. Nous avons Starfire pour une histoire cosmique. On va aller explorer un petit peu l'espace, voyager de planète en planète, et partir à la rencontre de sa jeune sœur, Commander, qui va devenir plus tard sa pire ennemie. Et en apportant beaucoup plus de développement sur Starfire, on en fait bien plus qu'un simple pot de fleurs avec des gros seins, comme j'avais expliqué dans le tome 1. Voilà, on a enfin du développement et on peut enfin s'attacher à ce personnage parce qu'au final, il se trouve qu'elle a beaucoup de choses à raconter, Starfire. Donc c'est ce qu'on aurait voulu. Comme j'expliquais, mieux vaut tard que jamais, au moins on l'a. Et donc une petite origin story pour Changelin, sur un ton beaucoup plus léger, beaucoup plus humoristique, parce que c'est le personnage qui veut ça. Euh, voilà, une origin story avec des putes, avec de la coke. Non, je rigole, en fait, il n'y a pas de coke, il n'y a pas de pute. Ces changes-là, en fait, il est toujours en train de grossir le trait, il est toujours dans l'exagération pour se faire bien voir, et au final, tu te rends compte que c'est un mytho, le mec, et qu'il n'en est rien. Et en fait, c'est marrant parce que la manière dont il te raconte son histoire, lui, et en fait, la réalité qui est peinte par Pérez, en fait, il n'y a rien à voir, c'est ça qui est excellent. Donc j'ai vraiment aimé cet aspect humoristique sur l'origine story de Changelin, mais pas que humoristique, parce que quand même un petit peu d'émotion, hein, tu vois, notamment cette romance qu'il a avec cette jeune fille là, enfin voilà. Donc on apporte vraiment de l'épaisseur à ces 4 personnages et ça c'est très cool. Le problème c'est que les autres restent toujours un peu en retrait, à part Wally qui a droit à 2 arcs. Robin c'est compliqué et puis Donna Troy encore plus. Là pour le coup dans ce volume 2 c'est Donna Troy qui est presque absente, hein. Franchement bon, après elle avait eu un arc qui lui était entièrement dédié presque sur le tome 1, donc pourquoi pas la mettre en retrait, quoi, pour le coup. Il faut bien qu'il y en ait un qui saute, hein, de toute manière. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette mini-série, c'est la manière dont les épisodes sont liés les uns aux autres, c'est-à-dire qu'en fait c'est le contexte de narration, le contexte de l'histoire. Il faut savoir que les Teen Titans partent en week-end dans le Grand Canyon, voilà, ils partent en excursion afin de resserrer leurs liens, afin d'apprendre à se découvrir et à mieux se connaître. Ils vont faire un pique-nique en fait, tout simplement, voilà. Et c'est au cours de ce pique-nique, au cours de ce week-end, qu'ils vont raconter leurs origin story respectives. Et ça, c'est très cool, c'est exactement ce que je vous avais dit que j'attendais en fait. Les voir faire des trucs d'ado. Ils partent, ils font un pique-nique, ils boivent du Sky, ils bouffent des chamallows, ils bouffent des saucisses, puis voilà, puis ils racontent leur vie, quoi. Voilà, c'est ça.
pas forcément besoin de super vilains. De toute manière, des super vilains et des enjeux, tu en as dans les origin story respectives, surtout dans celle de Starfire pour le coup. Mais là, pour le coup, dans le contexte dans lequel ils racontent leurs histoires, il n'y a pas besoin d'avoir de menaces, pas besoin d'avoir de missions en cours. C'est juste un week-end entre potes. Putain, ça, c'est ultra cool, bordel. On prend le temps, bordel, tu vois. Faut prendre le temps dans la vie, les petits gars. Faut prendre le temps. Vous prendrez bien le temps de mourir. Donc. Petit bémol, enfin petit, pas vraiment finalement. Gros bémol, c'est toute la dernière partie qui consiste en un seul arc et qui est extrêmement long. Les arcs sont de plus en plus longs, vraiment, par rapport au tome 1. Ici, tu en as un qui est interminable. Et forcément, le problème avec les arcs longs, c'est que quand tu n'aimes pas, eh ben, tu souffres plus longtemps. Cet arc, il concerne directement Starfire, Coriander donc, et sa sœur Commander, qui est devenue sa pire ennemie. Et vous comprendrez pourquoi en lisant ces pages. Et là, on part dans l'espace et on a les travers qu'on avait dans le tome 1, c'est-à-dire une avalanche de personnages qui vont venir ensevelir les Titans et leur empêcher de briller. Voilà. Il y a énormément de personnages dans cette histoire cosmique qui lie Starfire pardon, à sa sœur Commander, je cherchais le nom. La relation entre Starfire et Commander, par contre, elle est très cool. Franchement, Commander que vous voyez ici, en fait, hein, c'est le double maléfique quelque part de Starfire, c'est sa sœur jumelle, mais sauf qu'elle est démoniaque. Et donc, ce personnage est très intéressant, surtout la manière dont elle prend progressivement le pouvoir dans cette partie de l'univers, en fait. Très très cool. Personnage ultra charismatique et très très manipulateur et assez intelligent. Donc, personnage très très intéressant. Le problème, c'est tout l'aspect cosmique qui, moi, me rebute. Parce qu'en plus de ça, ben, ça transpire le kitsch, tu sais, des années 80, quoi. Avec des petits bonshommes verts, ce genre de truc, quoi. Donc, j'ai eu un peu plus de mal sur cette partie est très longue, mais au moins elle fait quand même le focus sur Starfire, voilà. C'est-à-dire qu'en fait on prend un des membres du groupe et on lui a inventé tellement tout un contexte, tout un background dans les pages précédentes que là on peut encore continuer à développer là-dessus et à créer de nouveaux enjeux, donc pourquoi pas, mais vraiment voilà. Après là tout l'aspect cosmique c'est personnel, hein. Moi j'aime pas ça, donc voilà. Mais là c'est purement personnel. Par contre la dernière histoire j'ai beaucoup apprécié parce qu'on revient sur le plancher des vaches, on respire un peu, on revient sur la terre ferme avec une histoire beaucoup plus réaliste qui confronte les Teen Titans à une organisation criminelle, une espèce de mafia qui se sert des jeunes délinquants sans foyer, tu sais, des jeunes fugueurs en fait, qui ont tous des problèmes dans leur vie. Et en fait, elle utilise ces jeunes gens pour parvenir à ses fins et pour distribuer de la drogue dans la ville. Voilà. C'est une histoire très touchante également parce que tu vas à la rencontre de plein de personnages jeunes, de plein d'adolescents qui, eux, n'ont pas eu la chance de devenir des super-héros, qui sont livrés à eux-mêmes dans la rue, voilà, dans la misère, la misère et l'indifférence les plus absolues. Et du coup, ça trace un parallèle assez cinglant entre les Teen Titans et puis donc ces pauvres adolescents du quotidien. Donc d'une histoire beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre, qui me parle plus, moi vraiment, que j'ai fortement apprécié et qui voit le retour d'un personnage qui pour le coup, voilà, avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est Speedy. Putain, Speedy c'est ridicule quoi. C'est Green Arrow mais en rouge, en plus jeune et en plus con. Quoi. Ça c'est vraiment l'archétype du sidekick que je déteste, Speedy. Mais bon, pourquoi pas, allez. C'est un hommage à l'ancienne version de l'équipe dans laquelle Speedy faisait partie. Donc voilà, alors, pour conclure, bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein. Il y a Brother Blood, qui est un ennemi ultra charismatique là-dedans, qui fait beaucoup de salles à découvrir. Donc voilà, une histoire avec une secte, enfin, une histoire très très bien ficelée d'ailleurs, hein, toute l'histoire avec Brother Blood là, et avec des petites critiques assez pertinentes, je trouve, notamment sur la désinformation des médias. C'est où comment les médias, comment les journaux trafiquent la réalité en fait, pour des idéologies politiques, pour ce genre de choses. Donc ça, c'était plutôt cool. Il y a des choses vachement pertinentes là-dedans. Et puis l'ennemi, je trouve assez charismatique de Overblood. Assez cruel aussi. Donc à découvrir. J'imagine qu'il reviendra.
Le voici, Brother Blood. Ça peut paraître kitsch quand je vous montre ça comme ça, mais il faut savoir que l'histoire n'est pas forcément. C'est même assez violent. Donc, non, pour le coup, j'ai grandement apprécié aussi tout cet arc avec Brother Blood. Bref, le constat est que ce volume 2 est bien meilleur que le volume 1. Il y a toujours les mêmes travers, voilà, toujours les soucis de narration. Ça, de toute façon, c'est l'époque, on ne peut pas forcément aller contre. Mais voilà, il y a toujours les travers qu'on avait dans le tome 1. Quand on part dans l'espace, bam, avalanche de personnages, et puis ça part dans tous les sens, puis tu as du mal à t'y retrouver, c'est un peu le bordel, c'est un peu confus. Des arcs très très longs, donc quand t'aimes pas, bah t'es baisé, parce que tu souffres plus longtemps. Mais au moins, l'avantage de ces arcs longs, c'est que ça développe beaucoup plus au niveau des enjeux, au niveau des persos. Les personnages en eux-mêmes sont beaucoup plus développés dans ce tome 2, je viens de l'expliquer. Voilà, donc j'attends d'en voir plus. J'ai hâte, je vais attaquer le tome 3 ce soir. Moi, j'ai hâte de voir la transformation de Robin en Nightwing. C'est vraiment le truc qui me fait tenir, quoi. Je me dis, putain, j'ai vraiment envie d'assister à ce moment cultissime où Robin va enfin revêtir son premier costume disco de Nightwing. J'ai vraiment hâte. Mais voilà, alors là, c'est compliqué. Parce qu'est-ce que je vous conseille le tome 2? Après tout ce que j'ai dit sur le tome 1, ça va dépendre vraiment que de vous et de votre porte-monnaie, les petits gars. Moi, honnêtement, je pense que ça, c'est à lire. Vraiment. Pour l'origine story de Cyborg, celle de Starfire également, qui est sublimissime. Comme j'expliquais, beaucoup plus d'interaction. Le groupe est beaucoup plus touchant parce que tu les vois faire des trucs du quotidien et tout. Donc ça, c'est beaucoup mieux écrit à ce niveau-là. Donc ça, je pense que ça a le mérite d'être lu. Le problème, c'est que tu peux pas attaquer le tome 2 sans être passé par le tome 1. Là, clairement, c'est pas possible. Il y a trop de liens qui sont faits dans les histoires et tout. Donc là, c'est mort. Donc en fait, ça sera un peu la même expérience. Si jamais vous avez lu les 4, enfin les 4, non, il y en a plus que ça, mais si vous avez lu les tomes de Green Lantern par Geoff Jones, en fait, si tu veux, c'était un peu confronté au même type de problème. C'est-à-dire que le volume 1 était assez compliqué, c'est pas ce qui se faisait de mieux, et il fallait t'enquiller 400 pages comme ça pour arriver à décrocher le Saint Graal qui était le tome 2. Quand tu arrivais au tome 2, c'était le Saint Graal, c'était la guerre de Sinestro, c'était absolument épique, quoi. Mais il fallait vraiment déjà passer l'épreuve du tome 1. Et ben en fait, là pour l'instant, c'est le même constat, c'est-à-dire qu'il va falloir passer l'épreuve du tome 1. C'est compliqué pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans la précédente vidéo. Ça va être très compliqué pour vous de lire le tome 1, mais je pense que ce tome 2 en vaut la peine. Vraiment, je le pense. Après, qu'en est-il du tome 3 et du tome 4? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'infliger la lecture du tome 1 qui est fastidieuse et qui n'est pas forcément évidente pour avoir le tome 2 si le 3 et le 4 derrière ne suivent pas? Là, c'est toute la question que je me pose et une question à laquelle je répondrai à travers une prochaine vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore sûr, attendez, je reviendrai vers vous euh, pour vous expliquer ce que j'ai pensé du tome 3 et éventuellement du tome 4. Et comme ça, je pourrais faire une conclusion et vous dire si oui ou non ça vaut le coup d'investir dans les New Teen Titans parce que le tome 1 est vraiment compliqué, le tome 2 est bien meilleur, mais voilà, est-ce que le tome 3 et le 4 en valent la chandelle? Je reviendrai vers vous les petits gars pour vous tenir au courant. En attendant, gardez votre pognon, achetez-vous achetez-vous des chocolats. C'est bientôt Noël, voilà, achetez-vous des chocolats. Vous savez, les petits Lindt là, création dessert, putain, ceux-là, c'est une tuerie. Voilà, achetez-vous des chocolats et puis attendez. Attendez que je revienne vers vous. Ciao les amis.